101 expériences, c'est quoi? Un organisme qui est dédié à la création d'expériences touristiques pour faire rayonner l'Ontario du Nord. Comment? En inspirant et en interviewant des acteurs du milieu touristique, entrepreneurial, mais surtout des passionnés comme vous le verrez. Je m'appelle Nick et j'ai moi-même évolué dans le milieu touristique. Et dans cette série de podcasts, j'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. Alors découvrez mes entrevues inspirantes. Bienvenue tout le monde, bienvenue au Carrefour culturel des 101 expériences. Ici Nicole Gélamour et notre invité Alexandre Gervais. Merci de m'avoir. Ça fait plaisir. Alors Alex, je vais d'abord, avant tout de débuter, je vais raconter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs comment on s'est rencontrés. Alors moi je me suis inscrit au SAGE. Et lui-même était un conseiller là-bas. Le SAGE est un incubateur, accélérateur pour aider les entrepreneurs, donner des conseils, évidemment aussi une subvention pour les accompagner durant 2 ans. Alors une subvention monétaire pendant 1 année et des conseils pendant 2 années, tels le conseil sur la vente, sur la comptabilité, sur les ressources humaines, sur le droit. Et est-ce que je manque quelque chose? Non, c'est mal ça, opération, modèle d'affaires, compagnie. Ce fut une expérience pour moi inoubliable. Et c'est grâce aussi à toi qu'on a trouvé le nom Fun Broker. Alors, c'est grâce à toi. On était mitigés entre courtier du plaisir et puis Fun Broker, mais tu me disais, non, ça sonne mieux Fun Broker. C'est vrai, c'est grâce à lui que j'ai trouvé le nom de mon entreprise. Alors, c'est vrai que trouvé à la fin de la journée. Je l'ai assumé. Tu l'as trouvé, je l'ai assumé. Alors, pourquoi j'ai décidé de t'inviter aussi, c'est parce que c'était pour moi nécessaire d'inviter quelqu'un maintenant qui couvre le côté administratif et le côté aussi entrepreneurial. Je trouvais aussi que parmi mes confrères et mes consoeurs, souvent je trouvais qu'on oubliait cet aspect-là. On est souvent passionné, motivé par ce qu'on fait, mais des fois on oublie aussi le côté entrepreneurial et le côté business, et c'est ça qui ça devrait être égal à notre passion et à ce qu'on fait. Alors c'est pour ça que je t'ai invité. Alors, on va parler peut-être un peu moins de tourisme, mais plus d'entrepreneuriat et de business. Maintenant, je vais te laisser parler et je veux savoir, c'est quoi ta bio? Merci pour l'intro. Tu parlais d'arriver avec la vision. Je me souviens qu'on s'est rencontrés, entré dans le bureau, une super grande vision pour ce que tu voulais faire, super passionné, puis on a mis un cadre dans tout ça. Merci de m'avoir encore une fois. Merci pour l'opportunité. Puis dans le fond, petite bio sur moi. Alexandre Gervais, je suis CEO fondateur de l'entreprise Axio. Ce qu'on fait, c'est assez simple. On aide les entreprises manufacturières à assurer le contrôle de la qualité de leurs produits. Donc, s'assurer que tous les produits qui sont fabriqués sont hors anomalie lors de la production. Comment on fait ça? On utilise des caméras de vidéosurveillance qui sont déjà en place. Puis on ajoute notre technologie d'intelligence artificielle pour détecter des anomalies dans la chaîne de production. Ultimement, pour sauver à toute cette industrie-là jusqu'à 50 milliards qui perdent là, en coût d'anomalie. 50 milliards? Oui, qui perdent en anomalie à chaque année. Donc, on fait ça depuis 2018 que j'ai fondé mon entreprise. Pour donner un petit peu ma bio, donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais je n'étais pas destiné à faire ça du tout. Si je garde ça rapide, lorsque j'ai commencé mes études au cégep, j'étais en sciences de la nature pour devenir urgentologue. Je ne suis pas urgentologue aujourd'hui. La principale raison était que j'avais des bonnes notes, mais pas assez pour entrer dans la faculté de médecine. Fait que j'ai eu une décision extrêmement difficile à prendre, soit abandonner ma vie sociale et possiblement rentrer en médecine, ou garder ma vie sociale et faire ce que je fais aujourd'hui. Heureusement, je suis allé avec la deuxième option. Je suis vraiment découvert une passion pour l'entrepreneuriat, puis me lancer en affaires. Donc, j'ai joint l'école de commerce HEC Montréal, où j'ai fait mes études, sachant très bien qu'à la fin de mes études, tout ce qui m'avait appris pour aller dans une grande entreprise puis aider les grandes entreprises, j'allais mettre ça à la poubelle. J'allais juste garder les trucs qui allaient me servir pour partir en affaires. Est-ce que durant ton parcours au cégep et à l'université, est-ce que tu te rapprochais de plus en plus du fait que tu veuilles devenir un entrepreneur, ou c'était encore nébuleux, même dans ton parcours scolaire? Non, c'était assez nébuleux, honnêtement. Je peux pas dire que ça a été une ligne droite vers l'entrepreneuriat d'un coup. Je me souviens un petit peu de où est-ce que l'idée est partie, en fait, de me lancer en affaires, principalement dans le manufacturier. Ça a toujours été l'endroit, les gens que je voulais le plus aider. Parce que c'est assez spécial quand
j'étais exposé dans mon école de commerce puis dans tous les jours avec des technologies comme des tablettes, des iPhones, tout est facile d'utilisation. Spotify, tu as des millions de chansons disponibles en quelques clics. C'est vrai. Et lorsque mon père qui travaille dans des usines depuis plus de 30 ans, je l'accompagnais dans des usines, il y avait des interfaces en DOS. Il fallait déboguer des ordinateurs en Windows 95. Je veux dire, c'était spécial de dire à quel point la technologie était en retard parfois, puis alors que ça pouvait être une des industries qui en bénéficiait le plus. C'est l'industrie manufacturière, c'est la deuxième plus grande industrie au Canada. Donc, il y avait un besoin, j'ai toujours voulu répondre. Donc, au final, lors de mon parcours universitaire, je savais que c'était ça que je voulais faire, mais je ne savais pas exactement quelle solution apporter au marché. Fait que j'ai pris les choses inversement, j'étais allé gagner de l'expérience. Autant au Sage, en travaillant un petit peu avec toi, en voyant différents modèles d'affaires, en côtoyant des gens inspirants comme toi aussi, puis en regardant les modèles d'affaires, en essayant de break down les finances, et de l'autre côté, de parler avec des gestionnaires d'entreprises manufacturières, de comprendre leurs besoins pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'ai toujours su que j'ai voulu devenir entrepreneur et puis ça m'a pris longtemps à comprendre la dynamique. Mais toi, je trouvais la façon dont comment tu parlais, tu t'exprimais, vraiment, c'était très facile pour toi. Je trouvais que justement, on avait besoin de plus de gens qui expliquent ce côté-là aussi, administratif, comptabilité, gestion, opération aussi, parce que c'est dans le day-to-day de l'entrepreneuriat aussi. Mais avant de passer plus longtemps dans l'entrepreneuriat, je voudrais revenir un peu au cégep et aux études commerciales. Est-ce que dans ces années-là, quand tu étais sur les bancs d'école, est-ce que tu as vu des gens as-tu côtoyé aussi des gens qui sont devenus maintenant entrepreneurs? Oui. Ah oui? Des gens incroyables, puis j'ai remarqué que il y avait ce côté-là dans l'école de commerce, en fait, de gens qui tout de suite voulaient aller dans des grandes firmes, soit de comptabilité comme KPMG, Deloitte et compagnie. Il y avait l'autre groupe qui, eux, voulaient travailler en PME parce qu'ils voulaient avoir plus de responsabilités grandes, etc., grandir plus vite à l'intérieur d'une petite structure. Puis il y avait des fous, un peu, qui disaient « Non, dans le fond, ça ne me tente pas de quoi de stable. J'ai le goût de faire n'importe quoi puis d'essayer de voir si ça va donner quelque chose. » Qui était les gens d'entrepreneuriat, qui était ma cohorte au final que j'ai suivi dans mes dernières années. Les gens fous? Ouais, un petit peu. Mais il faut être un peu fou, là. T'es en affaires. C'est pas le choix le plus logique sur Terre, là. Attention. On a un modèle d'affaires, on met des finances, on structure nos opérations, mais à la fin de la journée, c'est plus une passion ou un appel qui nous amène vers ça plutôt que la froide logique là, de regarder le pour et contre. Et j'irais même plus loin que des fois, c'est même contraire. Des fois, ça semble des fois contraire parce que des fois, tu apportes des projets et on te dit, on veut faire quelque chose de différent. On va à contre-courant. Exact. Alors, des fois, les gens te disent, mon Dieu, ça va te prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mais non, c'est vrai, tu as raison qu'il faut être fou. Moi, je suis fier d'être fou. Tout à fait. Faut rester fou. Faut rester fou. Mais organisé et structuré. Exactement. Comment ça se passe la relation père-fils et puis, disons, est-ce que c'est un employé ou c'est un associé plus ou ça dépend comment on regarde. Pour moi, mon père dans mon entreprise, c'est un associé. Au sens juridique, je suis le seul fondateur de l'entreprise. Ça a été la première personne à joindre dans l'aventure. Félicitations, trop bien. Merci. Donc, pour vous dire un petit peu juste comment ça s'est produit, mon père, comme je disais, a toujours travaillé dans des entreprises manufacturières, hautement spécialisées en robotique et en vision, etc. Donc, il y avait ce réseau de contacts-là, il y avait cette expérience-là. Mon père et moi, on a des forces extrêmement complémentaires. Mon père, c'est quelqu'un qui est extrêmement bon sur le terrain, qui fait des services techniques de haute spécialisation. Mais tout le côté affaires, donc toi. marketing, vente, comptabilité, structurer une entreprise grandissante, etc., embaucher, ça n'a jamais été ce qu'il aimait, puis ça n'a jamais été sa force non plus. Donc moi, j'ai apporté ce côté-là de dire non, je veux lancer ma structure juridique, je pense qu'ensemble, on pourra aller plus loin. Donc, mon père a rejoint l'aventure. Puis comment ça se passe? Super bien maintenant. Je me compte super chanceux de travailler avec mon père tous les jours. Ah, c'est trop bien. Vraiment. Puis on a des forces extrêmement complémentaires, donc il n'y a jamais vraiment de défi ou de conflit à ce niveau-là. Et si des fois, des fois s'il y a des embûches, je veux dire, pardonnez-moi, s'il y a des embûches ou des choses dont vous n'êtes pas d'accord, comment faites-vous pour les régler? En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a vraiment extrêmement précisément séparé les rôles et les responsabilités. Alléluia, merci. Donc, pour nous, on travaille toujours en collaboration sur tout. On discute de tout, que ce soit quelque chose qui est plus de sa responsabilité ou de la mienne. Parce qu'on veut aller chercher cet esprit-là où deux cerveaux valent mieux qu'un. Tout à fait. Mais à la fin de la journée, quand on n'est pas d'accord, on se dit, cette décision-là a rapport à quoi? Quelque chose que tu es responsable, quelque chose que je suis responsable. Je suis content de te connaître. Et la personne qui est responsable pour
C'est incroyable, c'est exactement ça que je veux entendre. Et je pense que c'est très important de bien spécifier et de bien préciser aussi également les rôles et responsabilités. Parce que je trouve que moi, au départ, je ne voulais pas en parler. Je n'avais pas d'en parler, mais toi, tu m'avais vraiment suggéré fortement d'en parler et puis de préciser ça, même avec mes fournisseurs. Avec les fournisseurs, tes partenaires, même les clients aussi. Je pense qu'il faut bien structurer ça, puis il faut bien les définir pour qu'il y ait une belle cohésion. Puis pour tous les gens qui veulent se lancer en affaires avec des cofondateurs ou des cofondatrices, c'est généralement un des premiers conseils. Oui, c'est vrai, t'as raison. De briser la lune de miel rapidement. T'as raison. Puis de tout de suite séparer les rôles, parce que ce que je vois, puis pour aller vite là-dessus, lorsqu'on se lance en affaires, c'est ma période que j'appelle lune de miel. Ouais, t'as raison. On a une belle idée, on a une belle vision, tout va bien. Évidemment, il y aura toujours cette période-là de creux où il y a moins de clients qu'on pensait, où c'est plus difficile, on a un problème avec un fournisseur. Mais dès le début, c'est le temps de dire « OK, moi je suis responsable de ça, moi je suis responsable de ça, moi je suis responsable de ça ». Et il y a souvent ce conflit-là entre des cofondateurs ou des cofondatrices de c'est qui le boss, c'est qui la boss, c'est qui la personne qui est en charge finale. Puis on est même pas, moi je trouve que les entreprises sont même pas obligées au début de nommer une personne président, présidente, directeur, directrice générale. Je crois pas. Je crois cependant que ça peut pas être 3 personnes qui font exactement la même chose. Tout à fait. Donc, ça peut être des gens qui n'ont pas plus de poids que quelqu'un d'autre dans une décision, mais que quand c'est marketing, c'est cette personne-là. Puis quand c'est opérationnel, c'est cette personne-là. T'as raison. C'est ça mon conseil. Et tu vas me donner aussi un autre conseil, c'est établir tout sur des contrats. Moi, j'étais très, très résistant. Très résistant, mais plus en plus que je fréquentais les gens au Sage, même grâce à Maud. Tu parles à Maud, c'est une avocate aussi, exact. Et puis elle te parle de ça, et puis elle te parle de tout ce qui a trait au contrat et tout ce qui s'est passé. Avec les choses, ça devient tout à fait logique. Maintenant, moi, j'ai aucun problème à demander aux gens où on peut faire un contrat d'une page, où on peut faire même par courriel des fois. C'est par courriel, ça peut être une par courriel, c'est ça. Je lui dis, on fait ça, et puis tu dis, j'assume ou j'affirme, ou je suis en accord avec ce que tu dis. Ça, je pense que c'est très important de mettre tout au clair. Et merci pour ces conseils-là. Merci. Alors, on va faire une petite pause. On va revenir dans 5 minutes avec notre jeu de cartes et d'autres questions et d'autres réponses de ta part. C'est là. Bienvenue. Alors, merci merci encore à toi, Alex. Hey, le plus grand plaisir du monde. Mais tu vois, on en a la même taille maintenant. Ben oui, Et tout le monde si j'ai joué au basket. Non, j'ai jamais joué au basket. Non, j'ai fait que du breakdance et j'ai fait que du soccer. J'ai adoré le breakdance. Mais pas les blancs. Non, pas les deux en même temps, pas encore. On va passer maintenant à la prochaine section. Je voudrais te demander ton expérience au Sage maintenant. Comment ça s'est déroulé? Je veux savoir aussi qu'est-ce que tu as observé durant ces années-là. Qu'est-ce qui était plus récurrent? Disons, les 3 qualités que tu as vues, que tu aurais pu voir dans les entrepreneurs pour pouvoir réussir avec toutes ces cohortes de personnes-là. C'était quoi les 3 grandes qualités qui sont toujours revenues au fur et à mesure? Ou peut-être... Ouais, c'est bon. Mais dans le fond, au Sage, j'étais responsable. J'ai eu la chance d'accompagner près d'une centaine d'entrepreneurs dans plein d'industries différentes. Toujours avec des modèles d'affaires différents, toujours avec la même passion, etc. Donc, mon rôle au Sage pour m'être encadré, c'était un petit peu de prendre des gens qui arrivent avec une super bonne idée, avec plein de passion, puis d'essayer de mettre un cadre d'affaires autour de ça, un modèle de revenus, une structure financière, etc. Donc, les 3 qualités que j'ai le plus souvent observées, si j'y pense bien, je dirais que c'est ces 3-là. Numéro 1, la persévérance. Comme tu le sais, il faut être persévérant dans l'affaire. Je veux dire, au début, c'est la lune de miel. À un moment donné, ça marche pas beaucoup. Puis c'est de jamais lâcher, de garder foi en notre vision. Puis la persévérance, c'est de toujours aimer ce qu'on fait. Puis je pense que quand on n'aime plus ça, c'est peut-être qu'on doit changer ce qu'on fait. Mais c'est toujours aimer ça. Puis ce que j'ai remarqué avec la persévérance, peut-être ça peut aider les entrepreneurs. Là. J'ai remarqué quelque chose au Sage où c'est toujours un des 2 scénarios suivants. Soit ça marche pas assez, donc il n'y a pas assez de clientèle, etc. Ou soit ça marche trop. Et ça peut arriver vraiment, j'ai remarqué que pour des entrepreneurs, ça arrive du jour au lendemain. Parfois, dans le tourisme, ça peut être un article dans un journal important, que ce soit un bon partenariat, une publicité, etc. Ça peut passer de ça marche pas assez à ça marche trop. Donc la persévérance de jamais oublier que du jour au lendemain, tout pourrait changer et ça pourrait débloquer. C'est un beau conseil. Fait que la persévérance, je dirais numéro 1. La deuxième chose, c'est la passion.
comme je disais, quand on n'aime plus ce qu'on fait, pour moi, ça va être difficile d'avoir du succès en affaires. Que ça marche ou que ça marche pas, même pour mon entreprise, à la fin de la journée, j'aime ce que je fais. Ouais. Je vais avoir aimé tout le parcours. Il faut aimer le parcours et non la destination. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, pour moi, c'est le deuxième. Puis le troisième, ça peut paraître surprenant, mais c'est le réalisme. Puis ça va un peu au contraire souvent de la passion. Tu sais, souvent les gens disent, C'est vrai, c'est dynamique. les entrepreneurs, il faut que ce soit des gens visionnaires qui voient 5-10 ans en avance, etc. Puis d'un sens, je suis assez d'accord. Mais de l'autre, ce qui a démarqué les entrepreneurs qui ont encore du succès aujourd'hui comme toi, c'est vraiment qu'ils ont été réalistes dans leurs hypothèses, dans leurs stratégies, etc. Tu sais, c'est le réalisme de dire, est-ce qu'on va être capable d'avoir 10 clients demain, le jour numéro 1? Peut-être pas. Peut-être que ça va être 1, puis c'est de faire les prévisions en fonction d'eux. C'est le réalisme de s'entourer des bonnes personnes, puis c'est le réalisme de savoir c'est quoi nos défauts. C'est vrai. On se lance en enfant, on dit, je vais être capable de tout faire. Je vais aller chercher du gros financement, je suis une meilleure personne en vente, je suis la meilleure personne pour gérer mes médias sociaux. Ultimement, non. Les personnes que j'ai vues qui étaient extrêmement bonnes, c'est les gens qui disent, moi, je sais que je peux faire ça, mais là-dessus, il faut que j'aille m'entourer. Donc, c'est d'avoir ce réalisme. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs et c'est une des choses que je dis, c'est connaître ses qualités et ses défauts à chaque fois. Parce que ça va aller beaucoup plus vite pour toi, ça va aller beaucoup plus vite pour tout le monde, tes partenaires, tes fournisseurs, tes clients, quand tu sais dans quoi tu es bon. Mais merci pour ce conseil. C'est alors passionné, persévérant, réaliste. Exact. Mais je veux dire, je n'étais pas très réaliste au départ parce que, disons que c'est la maturité. Moi, j'avais postulé dans tous les incubateurs et les accélérateurs. On m'a tous refusé, mais ils m'ont refusé, puis je comprends leur refus parce que c'était très clair. Ils m'ont dit, ah non, on ne pourra pas te prendre pour telle raison. Mais j'ai continué à persévérer, je suis tombé sur le sage, je suis tombé sur toi, je suis tombé aussi sur une gentille dame aussi qui travaillait au centre local d'emploi qui m'a permis de pouvoir avoir votre subvention. Et puis, c'est vrai qu'il faut avoir la persévérance, mais le fait que moi je suis arrivé, je disais aux gens, je veux faire 180 millions la première année. On dit 180 millions, on ne finance pas ce genre de projet. Je dis, ah ouais, mais alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Merci, mais non, merci. C'est ça. Mais je comprenais. Mais après, là, j'ai dit, je suis venu avec te voir. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais faire beaucoup de millions de dollars. Mais je comprends, il dit, nous ici, vraiment, ce qu'on fait, c'est vraiment, on veut vraiment des gens qui soient réalistes. Puis dans tout type d'entreprise, hein, puis juste pour clarifier, souvent les gens disent, ouais, mais moi, je veux faire un OBNL, par exemple. Je veux développer telle région touristique de mon secteur. Puis pour moi, le but, c'est pas de faire du profit, c'est d'aider ma communauté ou d'enrichir les gens d'enrichir d'expérience les gens qui participent avec moi. Puis comme parfait, mais même les OBNL, même les organismes de fondation, etc., s'il n'y a pas de dons, ben, il y a moins d'impact. Il faut des revenus pour avoir de l'impact. Pour moi, c'est un peu le carburant de la fusée. Peu importe la fusée, où vous voulez l'amener, votre entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous paye. Ah, c'est tout à fait. Que vous pouvez redonner en dons, en expérience, peu importe. C'est le moteur un petit peu de tout ça. Puis ce que je conseille aux entrepreneurs qui se lancent, c'est d'aller chercher cette aide-là à l'externe, en fait, dès le début. Parce que lorsqu'on se lance, qu'on n'a pas d'expérience au niveau des finances, ben, numéro un, on va manquer beaucoup de financement sur le marché qu'on peut aller chercher comme des subventions, etc., surtout dans le milieu du tourisme. Deuxièmement, on ne va pas mettre en place l'infrastructure comptable. Non, un logiciel comptable, des fichiers Excel, des choses qui nous permettent de mettre le bon prix et de suivre nos dépenses. Puis lorsqu'on essaie de le faire tout seul, on a cette difficulté-là au début qu'on n'a pas l'expérience, donc c'est d'aller chercher tout de suite un comptable ou une comptable. Ah, t'as raison. Ou des coachs comme au Sage, par exemple, ou n'importe où. Ah, t'as raison. Il y a plein d'accélérateurs et d'incubateurs. D'aller chercher cette expertise-là à l'externe, puis de mettre l'infrastructure financière dès le début. Ah, tout à fait raison. Alléluia, merci. T'as raison. Moi, c'est le conseil que je demanderais aussi, que je donnerais aux gens, c'est vraiment prendre un comptable. Je pense que c'est la première affaire, prendre un comptable. Ou j'avais aussi une autre invitée dans ces mêmes genres d'entrevues aussi. Elle m'avait suggéré un fiscaliste. Elle m'a dit, elle, c'est un comptable et un fiscaliste. Ouais. C'est les deux premières choses que... Elle aussi, elle m'a dit, elle m'a dit très charismatique, elle aime ça la vente, tout ça, mais elle est mauvaise en comptabilité, en fiscalité. Et elle donne ça aux personnes, elle m'a dit c'est la plus belle chose que... Les comptables ont le don de nous ramener les deux choses sur terre. C'est ça qui est triste. Lorsqu'on va parler à des gens en marketing, ils vont dire, OK, on fait telle campagne, on va aller chercher tel nombre de clics, etc. Tu dis, ah, c'est malade. Puis le comptable dit, ouais, non. Mais c'est pas si triste que ça, je trouve. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire, moi, je trouve. Moi, ça m'a jamais fait de la peine quand on m'a ramené les deux pieds sur terre. Ouais. Des fois, je pense, c'est galvaudé, je pense que c'est mal perçu, mais je trouve que c'est bien. Moi, j'aime ça quand les gens me parlent
Et je trouve que tu as une belle façon d'approche, tu as une belle façon de aussi ramener les gens sur terre. Tu n'es pas en train de détruire le projet de la personne. Mais non, c'est jamais ça. C'est ça, c'est pas ça. C'est juste, ok, d'accord, mais as-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, et puis c'est pas grave si on n'a pas la réponse tout de suite. J'aime bien ce point-là, c'est pas si grave que ça. Ouais. Mais maintenant, c'est pas grave. Merci beaucoup pour cette belle discussion. C'est rien, on va manquer de temps. Alors là, maintenant, j'ai le petit jeu de cartes d'un de mes amis, Brandon Roy, qui vient aussi de l'Ontario du Nord, de Northern Ontario, de Timmins. Et il a conçu ce jeu de cartes. C'est un jeu bilingue. C'est 120 cartes et il y a des questions très faciles pour les turquoises, un peu plus corsées chez les jaunes et un peu plus sulfureux chez les rouges. Alors, on va prendre la première carte ici, la carte turquoise. Si tu la trouves trop ennuyante, la question, vas-y. Tu changeras. Y a-t-il une chose que tu envies chez les autres? Ah, y a-t-il quelque chose que j'ai envie chez les autres? Le temps. Ah! Et pourquoi le temps? Ben, comme n'importe qui se lance en affaires et qui essaie de grandir son entreprise, on dirait qu'il manque toujours de temps. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai envie les gens qui réussissent Puis je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement occupés qui réussissent à avoir beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est un challenge continu d'essayer de ça. J'ai envie les gens qui ont du temps et qui le structurent bien. C'est vrai. C'est bien. C'est une belle envie. Maintenant, as-tu un mantra quotidien? Sinon, quel serait-il? Un mantra quotidien. J'essaie toujours de me dire, est-ce que j'aime de me lever chaque matin, puis de dire, est-ce que ça me tente de faire ma journée, est-ce que j'ai hâte à ma journée, puis de toujours être sûr que tout ce que je fais dans la vie, c'est ce que j'ai envie de faire. Ah, c'est tellement beau. C'est facile à dire, mais c'est de non. placer toutes les pièces de sa vie en fonction de faire ce que tu aimes autant que tu peux dans la vie. C'est pas facile. Je pense, oui, c'est facile à dire, mais c'est facile aussi à faire. Je pense, parce qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on aime, je pense. Dès qu'on se concentre sur ce qu'on aime, je pense, tous les chemins vont mener à cette destination-là. Ouais. Maintenant, la rouge, la plus sulfureuse. Quelle leçon dont tu as appris le plus de temps à apprendre? Quelle est la leçon dont tu as pris le plus de temps à apprendre? Je viens y penser, tu peux couper mon hésitation au montage. Mais c'est une bonne question. Ouais. Ce qui a été le plus long à apprendre, je dirais, c'est l'importance de bien s'entourer. Ça a l'air con, hein? C'est l'inverse de ce que je dis, mais c'est pas seulement de l'importance, en fait, mais c'est de s'entourer des bonnes personnes. Lorsque je me suis lancé en affaires, je croyais, comme tout le monde qui se lance, que je serais capable de faire chacun des pièces du puzzle. Ah, c'est Finalement, ce qui est drôle, c'est que plus on se lance, c'est la courbe de Kruger-Dunton, je pense, plus on vient qu'à connaître un sujet, moins on le sait qu'on connaît. C'est vrai, on sait qu'on connaît rien du tout. Ouais, t'as raison. Puis aujourd'hui, je le sais que dans mon entreprise, je suis une des personnes qui connaît le moins. Ouais, Moi, tous les gens qui m'entourent sont plus intelligents que moi. Moi, je suis juste la pièce au-dessus qui coordonne tout ça et qui garde la vision globale. Mais c'est de dire, ça a été complexe au début pour moi de tout de suite aller sous-traiter ou d'embaucher, etc., d'embaucher les bonnes personnes. Ça m'a pris du temps à comprendre l'importance de tisser des relations durables, etc. Au-delà de seulement dire, aujourd'hui, je veux faire ça, puis j'ai un profil très financier, là, donc calculé, opérationnel, etc. Mais derrière tout ça, c'est des gens, c'est de tisser des relations, puis de s'entourer des bonnes personnes. T'as tellement raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Alors, on vous remercie et j'espère que ces entrevues-là vous ont inspiré. C'était Alexandre Gervais et Nicolas Gilamont. Merci encore de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci, au revoir.